15 tonnes d'ivoire ont été brûlées mardi à Nairobi par le président kenyan. Il s'agit du plus important volume jamais incinéré en Afrique. L'avocat et universitaire franco-mozambicain Gilles Sistak a été assassiné hier mardi à Maputo, la capitale du Mozambique. Capitaine Thomas Sankara, c'est le nom du documentaire consacré à l'éternel héros du Burkina. Le film a été projeté au FESPACO 2015 à Ouagadougou où il a été bien accueilli. Un plaisir de vous retrouver pour cette édition. Bienvenue à toutes et à tous. Mardi à Nairobi ont été brûlés 15 tonnes d'ivoire par le président kenyan Uhuru Kenyatta. C'est le plus important volume jamais incinéré en Afrique. L'autorité a par la même occasion promis de détruire d'ici fin 2015 l'ensemble du stock d'ivoire du Kenya, estimé à 100 tonnes. Au lieu du braconnage de l'éléphant d'Afrique, le Kenya est aussi un important point de passage du trafic de l'ivoire prélevé sur les pachydermes abattus dans la région. Mais cette pratique met en danger ces espèces fauniques menacées de disparition. Les éléphants constituent un atout important pour attirer les touristes. Malheureusement, entre 20 000 et 30 000 éléphants sont tués chaque année en Afrique sur une population totale d'entre 400 000 et 500 000. Aujourd'hui, nous sommes réunis pour détruire 15 tonnes d'ivoire de contrebande. Ceci est la troisième fois que cette pratique se déroule au Kenya. D'autres pays ont suivi son exemple. En début d'année dernière, par exemple, la Chine a détruit plus de 6 tonnes d'ivoire illégales, une première pour cette destination touristique clé. Pour le président kényan, ce qui est fait pour protéger la biodiversité est faible au regard des menaces sur l'environnement. Le besoin se fait donc urgent d'intensifier le combat contre les crimes envers la nature. Pour y parvenir, Uhuru Kenyatta préconise que l'ivoire et les trophées prélevés sur les animaux sauvages soient rendus inutilisables partout dans le monde. Aujourd'hui, je rassure la communauté internationale encore une fois de la détermination du Kenya à préserver le patrimoine commun de l'humanité, de la vie sauvage et notre engagement à sauver nos grandes espèces, en particulier l'éléphant et le rhinocéros, reste plus fort que jamais. L'ivoire devrait brûler durant 5 jours sous haute surveillance dans le parc avant d'être réduit à l'état de cendre. Le kilo d'ivoire se négocie environ 2100 $ en Chine et la quantité incinérée mardi représente une valeur marchande d'environ 30 millions de $. Le président kényan estime que les générations futures de Kenyans, d'Africains et du monde entier puissent jouir de la majesté et de la beauté de ces animaux magnifiques. L'avocat et universitaire franco-mozambicain Gilles Sistak a été abattu par balle hier mardi en plein centre de Maputo, la capitale du Mozambique. Un crime condamné par le gouvernement, mais dénoncé comme un assassinat politique par l'opposition dont il était proche. Gilles Sistak enseignait à l'université Eduardo Mondlane. Installé au Mozambique depuis 1993, juste après la fin de la guerre civile, il collaborait régulièrement au journal Canal de Mozambique et était considéré comme l'une des principales voix critiques du pouvoir sans être affilié à aucun parti. C'est difficile de dissocier cette tragédie des récentes déclarations de Gilles Sistak, surtout quand il a défendu l'idée de notre constitution, dans sa forme actuelle, prévoit une décentralisation administrative. C'était à l'heure où il avait l'habitude de prendre sa collation du matin sur une grande avenue de Maputo que ce professeur du droit constitutionnel toulousain d'origine a été pris pour cible. Il sortait à pied de la grande brasserie portugaise ABFC quand 4 hommes armés en voiture lui ont tiré dans la poitrine et dans l'abdomen. Ces dernières semaines, Gilles Sistak, 54 ans, avait publiquement défendu le projet de décentralisation que le principal parti d'opposition, la Renamo, entend défendre à l'Assemblée ce mois-ci, démontrant son caractère parfaitement constitutionnel. Après ces déclarations, on a assisté à la mise en place d'une campagne
par ceux fidèles au pouvoir en place qui ont insulté le professeur Sistak pour ses origines, sa nationalité et qui ont utilisé des termes péjoratifs qui sont inacceptables dans toute société civilisée. Notons que le gouvernement a dénoncé cet assassinat et qualifié le meurtre de macabre. Le ministère de l'Intérieur a reçu des instructions pour que les recherches continuent et que les auteurs de cet acte soient neutralisés. L'enquête criminelle pour homicide a été confiée à la police de Maputo, qui dans l'immédiat ne pouvait donner aucune précision sur d'éventuels suspects ou mobiles. De nombreuses personnes se sont déplacées sur le lieu de crime pour rendre hommage à la victime. Idole du récent printemps burkinabé qui vit chuter fin octobre l'ex-chef de l'État Compaoré, le président Thomas Sankara, iconoclaste et révolutionnaire, fait encore se lever les foules au FESPACO de Ouagadougou, où un documentaire lui est consacré près de 30 ans après sa mort. Le réalisateur du film, Capitaine Thomas Sankara, l'y présente de son arrivée au pouvoir par un coup d'État le 4 août 1983 jusqu'à son assassinat 4 ans plus tard lors d'un autre putsch. Ses œuvres, ses discours teintés de phrases choc, son engagement pour l'unité de l'Afrique, pour la libération de la femme africaine et surtout ses discours visionnaires marquent le spectateur. À Ouagadougou, l'émotion est réelle encore aujourd'hui. Chaque phrase choc est ponctuée d'applaudissements nourris par le public. Parlons à présent du procès Simone Gbagbo. Après les réquisitoires, la défense a estimé que l'accusation n'a pas apporté assez de preuves lors de ce procès pour condamner les mises en cause. Elle affirme également ne pas comprendre les critères selon lesquels les peines ont été distribuées. Je vous propose de suivre un extrait de la déclaration de l'un des avocats de la défense. Au niveau de l'accusation, on ne m'a pas apporté la preuve que ces accusés-là sont responsables et qu'ils doivent être condamnés. On a essayé de distribuer les peines. On ne sait même pas, quelquefois, quelle est la proportion. Il y en a qui sont dans les mêmes cas, qui ont eu, par exemple, 5 mois ou 3 mois. Il y en a qui ont eu 24 mois ou 12 mois. Quel est le critère qui a déterminé cette distribution de peines? Moi, je n'en sais rien. L'enlèvement d'enfants est légion au Soudan du Sud. Le dernier en date s'est effectué mi-février avec des dizaines d'enfants enlevés. Soupçonné par l'ONU d'avoir enlevé des centaines d'enfants pour en faire des soldats, un général de l'armée sud-soudanaise a été convoqué. Il s'agit d'une annonce faite mardi par l'armée. L'enlèvement de mi-février a choqué l'ensemble des acteurs des droits de l'homme. Le nombre d'enfants enlevés à l'occasion a été revu à la hausse par le Fonds de l'ONU pour l'enfance. Ce dernier estime que des centaines d'enfants avaient sans doute été enlevés. Il a mis en cause le général Johnson Oloni à la tête d'une milice locale. L'UNICEF, quant à elle, affirmait que la milice contrôlée par Oloni était pro-gouvernementale. Mais l'armée sud-soudanaise a enfoncé le clou mardi en affirmant qu'Oloni est bien l'un de ses généraux. Nous en avons parlé avec beaucoup de monde et nos équipes sur le terrain essaient de comprendre ce qui s'est passé. Nous croyons que les enfants ont été enlevés par la milice contrôlée par le général Johnson Onoli. Nous avons appris que les enfants ont été enlevés de leurs écoles ainsi que de leurs maisons, donc il est probable que leurs âges varient. Ils avaient plus de 14 ans, mais nous croyons qu'il y a des enfants qui ont moins de 14 ans parmi eux. À en croire le porte-parole de l'armée, Philippe Aguer, Oloni a été convoqué au quartier général de l'armée à Djouba pour s'expliquer. L'incident a eu lieu et le siège général de l'armée a pris note de cela. C'est une infraction grave. L'enlèvement d'enfants est un crime parce que la politique de recrutement de l'armée exclut toute personne de moins de 18 ans. Notre âge légal pour le recrutement dans l'armée est de 18 ans et plus. En près de 15 mois de conflit, de nombreux cessez-le-feu ont été signés, mais n'ont jamais tenu plus de quelques heures ou quelques jours. Les pourparlers se poursuivent à Addis Abeba entre Salva Kiir et Riek Machar pour tenter de boucler enfin un accord de paix. Un ultimatum à eux donné par les médiateurs du conflit pour régler leurs différends expire le 5 mars. La menace de sanctions internationales plane de plus en plus sur les belligérants. Les États-Unis tentent de faire adopter une résolution au Conseil de sécurité de l'ONU en ce sens.
Toujours au Soudan du Sud, l'usine de traitement de Tahajaf, à 700 km au nord de Juba, abandonnée et pillée, laisse échapper son pétrole. Des bureaux jonchés de documents et classeurs, la salle de contrôle saccagée, les placards électriques forcés et des raccordements déboulonnés laissant échapper du brut, le tableau est tout simplement désolant. Voici le constat. Évacué en hâte quelques jours après que le Soudan du Sud eut plongé dans la guerre civile en décembre 2013, l'unité centrale de traitement de Tahajaf recevait le pétrole des puits alentours, dirigé par le géant malaisien Petronas. Par divers procédés physiques et chimiques, le brut y était séparé de l'eau salée et des additifs injectés dans les puits pour l'en extraire avant de partir vers le port Soudan au Soudan voisin pour y être exporté. Les bureaux sont jonchés de documents et classeurs, la salle de contrôle a été saccagée, les placards électriques forcés. Plus grave, à l'extérieur, des raccordements ont été déboulonnés, laissant échapper du brut. Ce brut représente 98% des ressources du jeune Soudan du Sud, indépendant depuis 2011, et selon les analystes, l'état septentrional d'unité où se trouve Tahajaf ne pompe plus de pétrole et la production a chuté dans l'autre état pétrolier du Rhône-Île dans le nord-est. Il est impossible de savoir qui a mis à sac les installations, pas de traces de combat visibles, à la différence d'un puits voisin marqué par des impacts de balles où des munitions de divers calibres ont été abandonnées près de flaques de pétrole. Tahajaf est sous contrôle des forces de l'opposition favorables à l'ancien vice-président Riek Machar, qui affronte depuis décembre 2013 les troupes gouvernementales loyales au président Salva Kiir. Les rebelles accusent le camp d'en face du pillage, chose impossible à vérifier. Cette situation est très inquiétante pour les autorités du pays et les représentants de la société civile qui redoutent un incendie ou toute autre catastrophe liée à cette pollution. Madame, Monsieur, ce sera tout pour cette édition. Merci de nous avoir suivis et retenez que l'information est en continu sur Sika TV. Au revoir.